Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, grand oral du Premier ministre à l'Assemblée nationale ce mardi à Libreville. Emmanuel Issou Zengonde a présenté son plan de relance économique aux élus du peuple en présence de notre reporter Ismaël Obianzi. La viabilité des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance économique et la réalisation d'investissements productifs guident ce plan de relance économique du gouvernement gabonais présenté aux élus du peuple. Il prévoit des mesures multisectorielles pour renforcer la compétitivité économique dans l'agriculture, les mines, la forêt avec le bois, la pêche ou encore le tourisme. Il ne s'agit là ni d'un programme d'ajustement structurel, ni d'un programme de coupe de dépenses budgétaires imposées par le FMI, mais plutôt d'une assistance qui s'inscrit dans le cadre de l'appui aux réformes structurelles initiées par le gouvernement et qui sont traduites dans le plan de relance économique. Pas de doute, pas de réserve sur ce projet qui, selon les députés de la majorité, est un passage nécessaire pour relancer l'économie nationale. Je pense que c'est un plan réaliste et qui tient compte du contexte économique actuel. Il faut sortir donc de la crise pour apaiser les angoisses et les inquiétudes des populations, améliorer le panier de la ménagère. Bien que le saluant, les quelques mandataires de l'opposition à l'Assemblée nationale s'interrogent sur la volonté du gouvernement à mettre en musique les déclarations de bonnes intentions contenues dans ce rapport. Je me suis un peu étonné que quelques priorités qu'on avait mis en avant lors du dialogue, à mon avis, manquent encore de clarté et de visibilité. Mais je crois que la volonté est là et quand on veut que le Gabon se relance, on est obligé de passer par là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le récent accord de prêt du FMI au gouvernement gabonais tient compte de la pertinence du contenu du document examiné au Palais Léomba. L'institution de Bretton Woods accompagne le suivi de cet accord sur une durée de 3 ans. Le président de Démocratie Nouvelle, le parti de l'opposition, René Démézé-Obiang, s'est exprimé ce mardi à Libreville sur quelques questions d'actualité, notamment les agressions et voies de fait des Gabonais de la diaspora, les actes de violence dans des médias publics et privés gabonais et la présence de la CPI. L'homme politique condamne ces actes, en témoigne ce regard de Marie-Gabrielle Ratanga. Agression des compatriotes gabonais par la diaspora, menace d'attentat aux médias gabonais, interprétation controversée de la présence de la Cour pénale internationale à Libreville, autant d'événements survenus après la tenue du dialogue inclusif au Gabon qui a vu la participation de la société civile et bien entendu de la classe politique. L'objectif affiché 8 mois après la présidentielle contestée d'août 2016, qui est d'apaiser les tensions politiques et sociales, mais aussi relancer l'économie, se voit quelque peu dérouté par certains compatriotes qui semblent ne pas toujours digérer les résultats définitifs et légaux de la dernière présidentielle. Les élections présidentielles 2016 sont terminées. Elles ont été conclues dès lors que les institutions républicaines, en particulier la Cour constitutionnelle, ont proclamé le résultat définitif de l'élection. C'est fort de cela que nous, démocrates, faisant partie de l'opposition, mais respectant les institutions de la République, avons estimé que la seule chose qui reste, c'est de s'asseoir avec le nouveau pouvoir pour discuter des conditions de l'amélioration de notre système électoral, les conditions de l'amélioration de nos institutions. Et c'est ce travail que nous avons fait pendant de longs mois au dialogue d'Angondje qui s'est conclu. Le président de Démocratie Nouvelle pense que le Gabon doit avancer en se tournant vers l'avenir. Là où il y a des insurrections en général, il est très difficile après de rétablir la paix. Je pense que notre peuple a besoin de profonds changements, mais des changements qui se réalisent également en maintenant la stabilité et l'unité de notre peuple. J'en viens à cette note d'éducation avec le démarrage effectif des épreuves écrites du certificat d'études primaires ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Après une année scolaire secouée par de nombreuses grèves dans le secteur de l'éducation, les élèves du CM2 vont être jugés sur leurs capacités intellectuelles durant 2 jours. Le reportage de Lardingue Mamba. 8 heures. C'est l'heure du coup d'envoi des épreuves écrites du certificat d'études primaires. Ce mardi, sur toute l'étendue du territoire national.
À l'école pilote urbaine du centre, dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise, près de 217 candidats prennent part à cet examen. Les épreuves ont commencé ce matin avec l'étude de texte. Nous venons d'entamer la seconde épreuve de dictée. Ça se passe très bien. Nous avons enregistré pour les 217 candidats 3 absences. Quiétude et sérénité sur les visages des candidats qui ambitionnent obtenir leur tout premier diplôme. Nous avons commencé par l'étude de texte, ensuite la dictée et pour terminer, tout à l'heure nous allons faire le calcul mental. Moi je préfère que tout soit une surprise, que tout soit correct, que je ne les ai pas fait quoi. C'était facile, mais pas trop. Les épreuves d'aujourd'hui je les ai trouvées un peu faciles, comme l'étude de texte. On nous a un peu montré une sorte d'étude de texte comme ça en classe. La dictée, moi je la trouve un peu difficile. Parce que comme moi en dictée, je ne suis pas très bon. J'ai trouvé l'étude de texte un peu difficile, mais ça va aller. Ensuite, on est passé à la dictée. J'ai aussi trouvé facile, une dictée avec des mots simples. C'est facile parce que j'arrivais un peu à comprendre les questions. Comment je peux dire, c'était pas vraiment corsé, mais on a trouvé cet examen bon, cool, bien. Ça s'est très bien déroulé, comme dans les années antérieures. Aucun incident enregistré. Les candidats restent optimistes et gardent espoir à une probante réussite. Les résultats seront connus au plus tôt dans un mois. Il y a quelques jours, au Gabon, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage publiait un communiqué dans le but de rassurer la population quant à la consommation de la viande en provenance du Brésil. Qu'en est-il exactement? Aussi, les habitudes alimentaires sont-elles restées les mêmes? Miran Dangué et Jospin Bombadianga nous en disent un peu plus. Depuis le scandale de la viande avariée du Brésil, les habitudes alimentaires n'ont presque pas changé au Gabon, où le gouvernement avait pris des mesures appropriées. Dans les rayons, plusieurs produits sont proposés. Séraphin, chargé des produits surgelés dans un supermarché de la capitale, explique que la viande en provenance du Brésil n'est vraiment plus d'actualité. Les gens achètent maintenant trop l'Argentine, mais les produits, depuis qu'on a parlé maintenant de ça, bon, les gens n'achètent plus trop ça, quoi. C'est rare maintenant que tu vois maintenant les clients même acheter ça. Même. Le 28 mars dernier, une enquête sanitaire s'est ouverte sur le territoire gabonais visant la saisie conservatoire des produits en provenance du Brésil. Près de 1900 tonnes de produits à base de volaille et au refoulement de 108 tonnes de produits suspects. De leur côté, les consommateurs ont opté pour une alimentation plus diversifiée. On essaie quand même de faire attention aux étiquettes, à date de péremption et tout ça. Ça c'est facile qu'on prend en carton, mais quand on prend en kilo, c'est pas vraiment évident. Parce qu'on ne sait pas comment les détaillants font. Vous prenez seulement, on vous donne et puis vous débrouillez. Mais sinon on fait quand même attention, on essaie de varier maintenant. Plus de poissons, plus de conserves, plus de légumes. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a publié un communiqué pour assurer les populations gabonaises de l'absence de danger dans les stocks de volailles en provenance du Brésil, annonçant la levée des mesures de restriction ciblant certaines importations de produits alimentaires en provenance du Brésil. Même une vieille reste en vigueur. Vous le savez, en période de saison sèche, les pluies se font un peu plus rares. Or, certaines cultures ont constamment besoin d'être approvisionnées en eau. Comment font donc les agriculteurs pour ne pas baisser leur production durant cette période? Pour tenter d'y apporter une réponse, notre rédaction s'est intéressée à l'adaptation de l'agriculture maraîchère. En témoigne ce constat de Linda Gaël Maganga et Fred Dongo. Durant la saison sèche, le manque d'eau ralentit la croissance de certaines plantes qui perdent également en qualité. Pour y remédier, l'agriculture maraîchère s'adapte au changement des saisons en créant des cuves d'approvisionnement en eau qui viennent en appui aux fourrages qui servent à l'arrosage. Pendant la saison sèche, la plus grande difficulté, c'est l'eau. Et comme on cultive, on essaie de garder la production de saison pluvieuse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va quand même prendre un coup en diminution, compte tenu qu'il y a des espaces que nous serions obligés de ne plus planter à cause du manquement d'eau. Les agriculteurs avertis connaissent les plantes et leurs besoins en eau, ce qui leur permet d'éviter de les mettre en terre à la mauvaise période, mais aussi de planifier l'arrosage. C'est le cas des exploitants agricoles de l'Institut gabonais d'aide au développement IGAD. Les plantes qui souffrent de manque d'eau, nous avons l'oseille, nous avons l'aubergine violette. Ces plantes-là aiment beaucoup de l'eau.
Donc en saison sèche, on est obligé de diminuer la production dans ces cultures-là, au détriment des autres qui essaient de supporter, même si un jour on n'a pas arrosé, le deuxième jour il peut tenir. La production de ces agriculteurs est destinée au marché national. Donc, si la production baisse, cela ne se fait pas ressentir chez les consommateurs, sauf pour le cas des plantes saisonnières. Et pour tourner cette page du Gabon, cap sur le Haut-Ogooué, nous sommes là au sud-est du Gabon où les autorités provinciales étaient en visite d'inspection sur le chantier d'exploitation forestière de l'entreprise Rougier Gabon afin de se rendre compte du plan d'aménagement mais aussi le respect de la législation forestière. Wilson Obakassa, notre correspondant sur place. C'est rassurer d'une exploitation forestière aménagée dans laquelle les mesures de gestion rationnelle sont mises en œuvre a été au centre de la motivation de cette visite du gouverneur de la province du Haut-Ogooué à la tête d'une forte délégation sur le site d'exploitation forestière de l'entreprise Rougier Gabon située dans le département Lélé-Kabylie-Oulu. Ma présence, c'est pour montrer l'encouragement et le soutien du gouvernement aux opérateurs économiques qui concourent à notre produit intérieur brut. Et Rougier Gabon fait partie de ces entreprises que je dirais citoyennes. Parce qu'au-delà de la production, il y a une observation stricte des règles de protection de l'environnement et des règles de qualité, de sécurité. Démonstration d'un abattage directionnel, tronçage des billes avant le calcul des flux, voire martelage, des simulations qui ont été scrupuleusement suivies par les agents des eaux et forêts qui assurent le contrôle de la mise en œuvre des plans de l'aménagement et le respect de la législation forestière. Malgré la crise économique actuelle qui n'a pas épargné les entreprises de la filière bois, les responsables des Rougier Gabon rassurent quant à une reprise effective des activités dans les tout prochains jours. On a eu de grosses difficultés en termes de production. Aujourd'hui, on commence à voir un petit peu le sommet de la vague, ce qui nous permet aujourd'hui de garder 100% de notre personnel et même de voir éventuellement embaucher sur la partie forêt. Notons que Rougier Gabon, Franceville, emploie près de 4000 agents, dont 95% sont des nationaux. Et la page Afrique s'ouvre au Cameroun pour cause. Le Fonds monétaire international FMI a accordé au pays un crédit d'un peu plus de 666 millions de dollars, soit environ 333 milliards de nos francs CFA en échange d'un programme économique mené sur 3 ans. Objectif, redresser une économie mise en mal par la chute des cours de matières premières depuis plus de 2 ans. Le point avec Abdoulaziz Maïga. Après le Gabon, il y a une semaine, le tour était ce lundi au Cameroun de bénéficier d'un crédit du Fonds monétaire international. En filigrane, il s'agit d'un appui de 666,2 millions de dollars en échange d'un programme économique à mener sur 3 ans pour redresser une économie mise à mal par la chute des prix pétroliers. Le pays bénéficiera dans un premier temps d'un peu plus de 171 millions de dollars et le reste de cette facilité élargie de crédit sera déboursé de façon échelonnée sur 3 ans. Ce programme d'aide intervient alors que les pays de la CEMAC, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, traversent une crise économique qui a fait ressurgir le spectre d'une dévaluation du franc CFA. Ce crédit vise entre autres à consolider le budget et mettre en place des réformes pour diversifier les revenus non pétroliers et aussi les autorités doivent améliorer la crédibilité et la transparence de l'exécution budgétaire en publiant des rapports réguliers, affirme le FMI. La croissance de l'économie camerounaise est passée de 5,8% en 2015 à 4,8% en 2016, tandis que l'inflation mars était faible à 0,4%. Outre le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad ont déjà un programme avec le Fonds monétaire international. Par ailleurs, le Gabon vient d'en signer un, tandis que des missions du fonds se sont récemment rendues en Guinée équatoriale et au Congo. Direction le Togo et c'est en bref et en images. La justice du pays a condamné ce lundi deux leaders de la Ligue togolaise des droits des étudiants à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, troubles à l'ordre public aggravé et destruction de biens. Telles sont les charges retenues contre eux suite aux manifestations survenues dans l'enceinte de l'université entre les 14 et 16 juin dernier. Les avocats de la défense entendent faire appel de cette décision.
Place à vos actualités hors du continent et pour commencer, c'est également en bref et en images, mais cette fois en France, où François de Rugy, disent bien, 43 ans, un ex-écologiste passé à la République en marche, REM, le parti du président centriste Emmanuel Macron, a été élu mardi président de l'Assemblée nationale française. François de Rugy, 43 ans, a donc recueilli 353 voix de ses pairs face à 4 autres prétendants. Sur les 577 députés de la Chambre basse du Parlement, 567 ont pris part au vote. 24 bulletins étaient blancs ou nuls. Les députés ont salué son élection par une longue ovation debout. Député de Loire-Atlantique dans l'Ouest depuis 2007, François de Rugy, ancien coprésident du groupe écologiste et ancien vice-président de l'Assemblée, a bénéficié du soutien des 308 députés REM et des 42 députés MoDem. Pendant ce temps, j'en viens justement à cette amende record que vient d'infliger Bruxelles à Google pour abus de position dominante, une sanction qui risque d'accentuer les tensions entre les États-Unis et l'Union européenne. Marina Boissa. 2,42 milliards d'euros, soit plus de 1500 milliards de francs CFA, telle est la somme globale que devra verser le géant américain Google. L'exécutif européen gardien de la concurrence dans l'Union européenne accuse l'américain Google d'avoir abusé de sa position dominante dans la recherche en ligne pour avoir favorisé son comparateur de prix Google Shopping. Dans quasiment tous les pays européens, le moteur de recherche en ligne, Google détient une partie de marché supérieure à 90%. L'amende de 2,4 milliards d'euros reflète la nature sérieuse et continue de la violation des lois antitrust par Google. La décision exige de Google d'arrêter son comportement illégal dans les 90 jours. Et Google doit respecter un principe simple. Il doit donner un traitement égal à ses concurrents dans les services de comparaison de shopping et les siens. Il doit appliquer les mêmes méthodes et procédures pour afficher et positionner ses services de shopping et ceux de ses concurrents dans ses résultats de recherche. L'amende a été calculée sur la base de la valeur des recettes que Google réalise grâce à son service de comparaison des prix dans 13 pays européens. Cette vision de sanction survient moins d'un an après la décision de la Commission européenne de sanctionner un autre géant américain, Apple, pour avoir bénéficié d'avantages fiscaux indus accordés par l'Irlande. L'exécutif européen avait alors sommé le 30 août dernier la firme américaine de rembourser à Dublin plus de 13 milliards d'euros. Direction le Brésil où le procureur général a présenté ce lundi soir une demande de mise en accusation formelle contre le président Michel Temer pour corruption passive, une procédure inédite qui pourrait sonner le glas de son mandat. Gabriel Ratanga. Quelques heures avant de devenir le premier président du Brésil à faire l'objet d'une telle demande, Temer s'était pourtant dit indestructible. « Rien ne nous détruira, ni moi, ni mes ministres », a-t-il affirmé lors d'un discours au palais de Planalto. Pour que le président soit inculpé et traduit devant la Cour suprême, la demande du procureur général Rodrigo Jano doit être acceptée par les 2/3 des députés. Dans ce cas, Temer sera écarté du pouvoir pour une durée pouvant s'étendre à 180 jours. Le procureur général accuse notamment Temer de s'être prévalu de sa condition de chef d'État pour recevoir 500 000 reais, environ $150, de pots de vin de la part du géant de la viande JBS impliqué dans le gigantesque scandale de corruption qui touche le Brésil selon l'acte d'accusation rendu public par la Cour suprême. La crise politique a atteint son paroxysme à la mi-mai avec la révélation d'un enregistrement sonore compromettant dans lequel le chef de l'État semble donner son accord à un des propriétaires de JBS pour acheter le silence d'un ex-député aujourd'hui en prison. Il y a 2 semaines, il a échappé de justesse à la justice électorale, bénéficiant d'un non-lieu dans une affaire de financement illégal de campagne qui aurait pu lui coûter son mandat. Plus grave encore, 65% des personnes interrogées souhaitent qu'il quitte le pouvoir avant le terme de son mandat fin 2018. Il s'agirait du 2e changement brutal à la tête de l'État en un an après la destitution controversée de Dilma Rousseff, dont Temer était le vice-président avant qu'elle ne soit écartée du pouvoir pour maquillage des comptes publics. Selon les spécialités, ce scénario est néanmoins plus improbable car le président actuel dispose encore d'appuis importants au Parlement.
Venons-en pour finir à cette vague massive de cyberattaques qui se répand à plusieurs multinationales européennes et américaines après avoir frappé des entreprises majeures et des structures gouvernementales en Ukraine et en Russie. Yvely Arvel s'en fait l'écho. Une vague massive de cyberattaques rappelant le mode opératoire du virus WannaCry en mai se répandait mardi à plusieurs multinationales européennes et américaines après avoir frappé des entreprises majeures et des structures gouvernementales en Ukraine et en Russie. Nous savons que c'est une version de Petya qui est un ransomware qui existe depuis un moment. Nous savons aussi qu'il était disponible à la vente pour aussi peu que $28 sur Internet. Been available for sale for as little as $28 on the internet. Le laboratoire pharmaceutique Merck est devenu la première victime connue aux États-Unis, son système informatique ayant été compromis. Le virus se répand dans le monde entier et un grand nombre de pays sont affectés. L'Ukraine est le pays le plus touché devant la Russie et dans une moindre mesure la Pologne et l'Italie. Les informations rapportées par plusieurs entreprises ciblées par ces attaques simultanées faisaient état d'un virus faisant apparaître une demande de rançon de $300 en monnaie virtuelle sur l'écran de leurs ordinateurs. Recommandons que la rançon ne soit pas payée, car il n'y a pas de garantie que vous obtiendrez une clé de décryptage si vous payez la rançon. Et en plus, c'est simplement mettre de l'argent dans les poches des criminels et ensuite encourager de nouvelles attaques. Cependant, je comprends le dilemme qui se pose aux gens et aux organisations touchées. Selon plusieurs spécialistes de cybersécurité, le virus responsable, Petrowap, est une version modifiée du ransomware Petya qui avait frappé l'an dernier. Madame, Messieurs, ainsi se referme cette session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.